Merci. Donc, Akli, sans trop tarder, on va passer à la communication suivante, qui sera présentée par Madame Leila Kelkoul Rahmani, enseignante au département d'architecture de Sétif, qui va nous parler de la relation entre l'art et l'architecture. Bienvenue, Madame. Bonjour, chère audience, et je remercie la Fondation HCA de m'avoir invité à présenter cette communication où je vais parler un peu de la relation de l'art et de l'architecture à travers des exemples et puis différentes facettes à travers un peu le monde et l'Algérie. Alors, cette communication a pour objet un essai de décryptage du lien qui unit l'art et l'architecture. Art et architecture sont-ils complémentaires? Où se situe leur connivence? L'architecture est-elle un art? Est-elle une science? Etc. Autant de questionnements qui se dressent actuellement et qui ne se seraient peut-être pas posés il y a des siècles, voire des milliers d'années auparavant. Tellement le rapport qui lie l'art à l'architecture va de soi et se reflète sans ambiguïté à travers beaucoup d'œuvres léguées par le passé. Ce questionnement se pose depuis que les arts se sont affranchis du joug du conformisme au XXe siècle et se sont constitués comme précurseurs du mouvement qui allait renverser les codes légués par le passé. Ce questionnement se pose aussi d'une façon accrue actuellement, au moment où on parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et où le monde est confronté au réchauffement climatique et au dérèglement qui s'ensuit, à la vulnérabilité des territoires et des sociétés, autant de problématiques qui posent des défis à relever dans la durabilité, autant par l'architecture, l'art que les autres disciplines. L'hypothèse se posant d'emblée en faveur d'une forte connivence qui relie l'art et l'architecture, et si tant est le cas, il y a lieu de retrouver le fil conducteur qui mène à la formulation des défis à soulever pour les temps à venir. À travers quelques exemples au fil du temps et à travers le monde et à l'Algérie, la présente communication a pour objet de soulever ces différentes interconnexions entre l'art et l'architecture et pose les jalons des défis à soulever dans le présent et le futur marqués par la demande de la durabilité. C'est un peu académique. Alors, quand on parle de la relation entre art et architecture, il y a 4 axes pratiquement qui sont mis en œuvre. L'architecture comme art, manifestation des arts à travers l'architecture représentée par les arts et l'architecture habitée par les arts. Donc, pour soulever les ambiguïtés, nous nous intéressons aux deux critères, enfin deux axes, architecture comme art et manifestation des arts à travers l'architecture. Donc, pour soulever les ambiguïtés, il y a lieu d'expliciter qu'est-ce que l'art et qu'est-ce que l'architecture. Du point de vue étymologique du sens de l'art et architecture, nous avons l'art, c'est un mot français qui dérive du latin ars, artiste, qui signifie habileté, métier, talent, connaissance technique. C'est un ensemble des procédés, des connaissances et règles intéressant à l'exercice d'une activité ou d'une action quelconque. Faire quelque chose selon les règles de l'art. Bien vivre, aimer, penser, c'est de l'art. Il peut signifier procéder, ruse, manière, se conduire, etc. On parle de l'art de la rhétorique. Donc, art, c'est un terme qui traduit le grec techné. On constatera que le terme art se rapproche du métier et que dans la Grèce antique, la peinture et la sculpture n'étaient pas considérées comme art, contrairement à la poésie, au théâtre, au chant et à la danse, qui étaient considérés comme art. Les sculpteurs et les peintres devaient se conformer aux règles
de proportion et de représentation, et aux exigences de commanditaire et non pas de la dimension de l'invention. Mais malgré cela, les peintres et sculpteurs hellénistes découvertes sur les tombes reflètent quand même beaucoup de représentations et de volumes de lumière qui reflètent un peu une recherche artistique. Donc au Moyen Âge, les diverses disciplines intellectuelles fondamentales telles qu'on les enseignait dans les écoles des universités, il s'agissait des arts libéraux, se répartissaient en deux cycles. Les trivium, comportaient grammaire, rhétorique, dialectique, et quadrivium, arithmétique, géométrie, astronomie, musique. On constatera là aussi que ce qui est considéré actuellement comme art, tel la sculpture et la peinture, n'était pas considéré comme faisant partie de l'art. Au Moyen Âge, l'architecture n'est pas citée comme étant un art libéral. Les métiers étaient encadrés par les copropriétés, les corporations de métiers. Donc, avec la Renaissance, l'art va considérablement évoluer et de nouvelles techniques sont développées par les artistes, ce qui permettra à cette période de se démarquer sur le plan artistique et les œuvres créées sont qualifiées de réalistes. Les peintres et sculpteurs tentent de respecter les proportions, la symétrie, l'harmonie des formes, comparativement aux œuvres du Moyen Âge qui, bien souvent, n'ont pas ce même respect. On assistera à la création des académies au XVIe et puis des académies royales de peinture et de sculpture et d'architecture au XVIIe siècle du temps de Louis XIV. Ces évolutions ont été effectuées par la redécouverte et la réappropriation des traités et les legs de l'Antiquité grecque, ainsi que par l'évolution des sciences, des techniques, l'invention de l'imprimerie et la découverte de la perspective. C'est au XIXe siècle que les arts prendront le sens esthétique de la liste classique des arts, telle que proposée par Hegel. Esthétique ou philosophie de l'art, dont nous avons l'ouvrage ci présent, considère que les principaux arts sont au nombre de 5, donc architecture, sculpture, peinture, musique et poésie. Donc c'est au XIXe siècle que commence cette notion d'esthétique à travers la sculpture, la musique, la peinture et l'architecture. C'est l'équivalent de ce qui sera équivalent appelé beaux-arts, avec la création de l'École nationale supérieure des beaux-arts. Ces beaux-arts étaient au nombre de 4, peinture, sculpture, gravure, avec l'architecture, jusqu'en 68, date à laquelle le ministre de la Culture, André Malraux, créa 8 unités pédagogiques d'architecture EPA, réparties sur tout le territoire en réponse à la crise de l'académisme portée par les conflits politiques. Ce faisant, il brisait l'unité des disciplines des beaux-arts plastiques. Depuis, les unités pédagogiques ont été transformées en école nationale supérieure. L'enseignement des arts et de l'architecture se faisait selon les canons de l'art classique, symétrie, proportion, rythme, etc. Alors, viennent après les courants de l'impressionnisme, le fauvisme et plus tard le cubisme, qui briseront successivement les codes des anciens arts et auront pour mission de libérer l'expression, la représentation et l'interprétation. Et là, c'est l'école des beaux-arts d'Alger, construite en 1843 et transformée en 1877 en école municipale de dessin. Donc, un aperçu illustratif de ce que fut la représentation de la peinture et de la sculpture durant les différentes périodes précitées. Pendant l'âge grec, donc, les thèmes représentés tournent autour des croyances, comme les dieux et la mythologie grecque. Les références sont tirées de la vie et de la nature. Personnes, fleurs, animaux, les dieux sont représentés comme des personnes gigantesques. Au Moyen-Âge, le réalisme pur de la Renaissance et l'éloignement de la réalité pour la peinture du Moyen-Âge, on verra là, les enfants par exemple sont représentés avec des têtes d'adultes, avec des corps, des petits corps. Ils sont loin, dans le Moyen-Âge, la peinture, elle est loin de refléter une certaine réalité, ce qui n'est pas le cas de la Renaissance, où la peinture reflète certains réalismes, et donc les proportions, le traitement, etc., reflètent ce réalisme, ce qui fait d'elle de l'art réaliste. Donc, la Pietà représentant la Sainte Marie et son fils Jésus-Christ,
par Michelangelo. Et là, c'est les impressionnistes qui ont abandonné l'art figuratif pour donner, alors, vers la fin du 19e siècle, naîtra l'impressionnisme, brisera les codes du classicisme et apportera une autre façon de représentation et d'expression, la lumière, les choses, de la nature et de la vie sous un nouvel aspect qui s'adresse aux sensibles et aux perceptibles. Donc, on verra donc les nymphéas de Claude Monet qui reflètent un peu les fleurs au niveau du lac avec des couleurs, des lumières et les manifestations dans la rue, etc. Le cubisme au XXe siècle constitue une révolution dans la peinture et la sculpture, influençant également l'architecture, la littérature et la musique. Les œuvres cubistes représentent des objets analysés, décomposés et réassemblés en une autre composition. Comme l'artiste impliquait les différents points de vue, les partage également une concurrence de formes géométriques et de thèmes modernes développés à partir de 1907 par Pablo Picasso et Georges Braque. Le cubisme connaît son apogée pendant la période dite cubisme analytique, 1910 et 1912. Donc, ce courant est favorisé par le développement scientifique, l'usage de l'appareil photo et les projections qu'elle permet, le développement scientifique de l'industrie, des nouveaux matériaux, etc. Le cubisme cédera le courant à place à d'autres courants, comme le dadaïsme, l'abstraction, la géométrie, le surréalisme, l'art déco, le Dichtil, etc. Donc, on a des exemples de tableaux, par exemple Jean Grise, et puis Pablo Picasso et le célèbre tableau de Guernica. Et là, c'est notre artiste algérienne, Beya, avec ses toiles très éloquentes. Donc, pour l'architecture, par contre, est issu du terme arco, maître, et tecton, qui est ouvrier charpentier. L'architecture désigne la notion de commander aux ouvriers. L'architecte, celui qui les commande. Comme l'ensemble des métiers, l'architecture obéit à des règles. Dans la Grèce antique, les ordres, les colonnes, le fronton, l'entablement, ce qui différencie un architecte d'un artisan. La conception du tout, c'est la conception du tout. L'artisan, aidé par l'ouvrier, effectue son travail de construction selon les orientations de l'architecte. Selon Vitruve, l'architecte doit être connaisseur en philosophie, en médecine, en poésie, en mathématiques, en astrologie, en littérature. Ces mêmes qualificatifs, nous les retrouvons aussi dans les personnages de Imhotep, qui est le premier architecte ayant exercé en l'an 2800 pendant l'ère égyptienne. Il était architecte, scribe, guérisseur, mathématicien, sage, ayant acquis à sa mort le statut de Dieu. Donc, les traités de l'architecture de Vitruve au 1er siècle avant Jésus, et ces mêmes exigences et définitions sont reprises ultérieurement par les auteurs de la Renaissance, comme Philibert de Lorme en 1648, qui nous livre cet écrit sur l'architecture, où il parle aussi d'un architecte connaisseur en anthropologie, philosophie, discipline, etc. Et puis de la connaissance des proportions, de la symétrie, le rythme, etc. Là, le Philibert de Lorme nous présente deux images de l'architecte, le mauvais architecte et le bon architecte. Le mauvais architecte, c'est celui qui se trouve dans un milieu chaotique avec plein de débris autour, et le bon architecte qui se retrouve dans un milieu organisé, fleuri, etc. Et puis, il nous présente le personnage de l'architecte ayant 3 yeux pour la bonne observation, 4 oreilles pour la bonne écoute et 4 mains pour pouvoir manipuler, remanipuler, etc. toutes les données auxquelles il doit répondre. C'est pour dire que l'architecture est un art de synthèse, alliant pratique et théorie pour concevoir et construire des édifices répondant à la solidité, la commodité et la beauté, des termes qui seront repris de différentes manières à travers les âges, Venustas, Firmitas, Utilitas, etc. C'est de l'art répondant à un usage, selon l'acceptation contemporaine du mot art. À cela, donc à cette Firmitas, Voluptas et Utilitas,
s'ajoute la mission de médiation qu'a l'architecture. C'est à ce rôle que sera destinée l'architecture dite officielle depuis l'Antiquité lointaine. Usant de l'expression du plan, du volume et des façades et des ornementations, l'architecture accueille des usages et véhicule des messages culturels, sociaux, cultuels, idéologiques qui varient selon l'espace et le temps. La sculpture et la peinture accompagnent le geste architectural dans sa mission de médiateur. Donc on verra que depuis Babylone, considérée l'une des plus anciennes civilisations sur Terre ayant laissé des traces décryptables, à l'Égypte antique, à la Grèce antique, à la Rome antique, au Moyen Âge, en passant par les autres civilisations orientales et extrême-orientales, chinoises, hindouistes, islamiques et américaines, aztèques et mayas, jusqu'à la Renaissance occidentale et jusqu'à l'époque moderne et contemporaine, l'architecture des villes, des édifices et des portes aura pour mission des messages à transmettre à côté de l'usage qui lui est spécifique. Donc, comme la sculpture, l'architecture pendant la Renaissance découvrira aussi les traités de l'architecture, etc., et pourra reprendre un peu le réalisme, avec l'Académie royale de l'architecture, il y aura le contrôle aussi de l'harmonie, etc., sur l'architecture. Pour le XXe siècle sera le siècle du cubisme qui a donné une autre dimension à l'architecture avec la création de l'école de Bauhaus qui connaîtra un enseignement et une éducation polyvalente centrée sur le design, la fonction, les sens, la création d'un espace libre pour l'homme moderne, etc. et apportera un nouvel ordre à l'architecture au monde entier. Pendant le XXe siècle, naissance et développement de l'architecture et de l'urbanisme moderne, le style international, le XXIe siècle soulèvera de multiples crises. Donc, on va faire un survol de quelques architectures pour décrypter ces messages. L'architecture se constitue par son plan, son volume, ses façades et ses ornementations, par l'intermédiaire de la peinture et la sculpture comme médiatrice. Elle transmet des messages idéologiques ainsi que des valeurs et des croyances sociales. Elle permet sa grandeur en usant de l'échelle et de ses outils cités. Les références sont tirées de la nature, des êtres humains, des plantes, des fleurs, des animaux, des formes géométriques, etc. Donc là, on a un peu ce que je disais, que l'architecture avait non seulement à répondre à une mission de l'usage, c'est-à-dire l'utilité, puis la solidité et puis la beauté, elle avait aussi la mission de transmettre un message. Et l'organisation de ce complexe babylonien, d'un côté royal et d'un autre côté de peuple, à travers toute cette voie de procession, en passant par la porte d'Ishtar et puis pour arriver jusqu'au temple et du temple de Dieu Moudok, reflète cette volonté-là de donner de l'importance à ce cheminement, à ces dieux, etc. Et là, nous avons la porte d'Ishtar qui, les murs de la voie processionnelle à Port d'Ishtar, construite par Bergamonte à Berlin. On voit des décorations et puis déjà l'échelle. Il y a l'échelle grandiose, la porte grandiose, les couleurs qui sont issues, enfin qui viennent du territoire même de Babylone, et puis les animaux, les fleurs. Et là, nous avons Hammurabi avec Dieu qui lui donne les clés de la cité. Et on verra que les dieux sont représentés par des êtres humains. Donc là, c'est la déesse Ishtar, c'est une femme habillée. Donc on passe à la civilisation égyptienne, c'est un peu le même message, mais différemment, utilisé différemment, avec les séquences pour aller du dehors vers le temple, de Simbel. Donc on utilise aussi les personnages d'une taille grandiose et puis le gigantisme des colonnes, des sculptures, etc. Toujours pour ce message du grand Dieu, etc.
Donc les peintures reflètent le même contenu, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur des pyramides. Pour l'arche grecque, ils auront des codes précis avec les colonnes doriques, ioniques et corinthiennes et qui tirent leur traitement de la nature. Donc on a les chapiteaux, les frontons, l'entablement, la colonne sont le vocabulaire de l'architecture grecque. Les cariatides et les atlantes aussi c'est des colonnes sous forme d'êtres humains. Ces mêmes colonnes seront reprises de différentes manières, des colonnes torsadées, ou alors des plus modernes, les Buren, des colonnes de Buren à Paris. On a les colonnes du palais de culture de Moufli Zakaria et de l'Alhambra. C'est la pérennité de la colonne pour exprimer le gigantisme, les lancements, etc. Donc là, c'est la grande mosquée d'Alger. Et puis, un autre objet architectural, c'est les portes, qui reflètent aussi la victoire des empereurs. Et là, nous avons aussi la reprise plus moderne de l'Arche de la Défense, qui aussi se situe dans le même continuité historique de l'Arche. Donc la Renaissance avait donc apporté la perspective, c'est ce qu'elle avait. Puis elle a repris l'âge classique, mais avec un peu plus de simplicité. Et là, on a le pavillon d'exposition de Barcelone de Miss van der Rohe. Donc on voit que l'architecture et le design prennent une autre forme. Ce n'est plus le figuratif, ce n'est plus transmettre la grandeur, etc. Quoique elle peut exister aussi à travers d'autres projets. C'est beaucoup plus le travail de matériaux, le travail de la lumière, la pureté des formes, le rapport à la nature aussi avec l'eau et la verdure, etc. Et là, c'est les pyramides de Louvre qui ont le même message, c'est-à-dire la transparence, la technologie. Là, c'est la dématérialisation de l'architecture. On ne voit presque plus de bâtiments, mais la nature, elle est reflétée à travers l'architecture d'une autre façon. Donc, avant, c'était les sculptures qui ont retrouvé dans l'architecture. Maintenant, elles se reflètent à travers l'architecture, à travers le vitrage, les matériaux nouveaux, etc. Là, c'était la fondation Cartier de Jean Nouvel. Et là, c'est le Zénith à Constantine, donc qui est dans le même sillage des messages de modernité, de travail, de texture, matériaux, grande portée, etc. Toujours le Zénith. Et là, c'est The Line, qui reste un projet à interroger du point de vue de l'écologie et puis du point de vue du social, c'est l'Arabie Saoudite. Les défis du 21e siècle, donc on retrouve le prix de Kaiser 2022, plus haute distinction du monde de l'architecture, a été destiné à l'architecte burkinabé Diébedo Francis Kéré. Un hommage à ses engagements sociaux et humanitaires dans l'architecture. Ça me rappelle un peu ce que vous venez de présenter, Monsieur Amrouche. Il dit, voilà, ça c'est le témoignage de cet architecte qui a eu ce prix. J'espère changer le paradigme, pousser les gens à rêver et à prendre du risque. Ce n'est pas parce que l'on est riche qu'il faut cacher des matériaux. Ce n'est pas parce que l'on est pauvre que l'on ne doit pas essayer de créer de la qualité. Tout le monde mérite de la qualité. Tout le monde mérite du luxe et tout le monde mérite du confort. Nous sommes liés et nos préoccupations vis-à-vis du climat, de la démocratie et de la pénurie sont des préoccupations pour nous tous. Et là, ce sont ces architectures construites avec de la terre, des matériaux locaux, de la terre et du bois, où il utilise les couleurs locales aussi. Et puis, il trouve des solutions pour le climat à travers le filtrage de lumière, de soleil, etc. Là, c'est l'école primaire de Gondo, usage des matériaux locaux, des couleurs, avancées de toit pour protéger des aléas du climat, verdure, etc.
Maison des enseignants de Kondo aussi, donc dans la même continuité du travail avec les matériaux locaux, une architecture recherchée, bioclimatique, etc. Et aussi le jeu de lumière qui donne cette dimension artistique d'une autre manière, d'une manière moderne à l'architecture. Toujours, ce sont ces projets qui ont été réalisés, l'école, avec une recherche donc de texture. Là, il met le point sur les matériaux locaux, la texture, le travail de couleur, etc. Et là, le design qui accompagne un peu ce mouvement maintenant actuel, qui est celui du retour un peu au local, aux matériaux locaux, etc. Donc, les sièges, et puis là, c'est l'agence pour les arts algériens, en Algérie. Comme conclusion, je vais mettre la problématique du réchauffement climatique, de la vulnérabilité des territoires, demande le retour aux anciens savoir-faire en architecture et aussi en art, et en les modernisant pour raviver les valeurs de l'équité, de la solidarité, de la communauté. Les défis ne se formulent plus autour de l'espace officiel du pouvoir, mais celui de la société, de la ville, du logement, de l'espace public. Le 21e siècle appelle les innovations au regard du local et de ce qu'il peut ramener comme durabilité à l'aide des nouvelles technologies et de l'intelligence